Salut la compagnie. Allez, aujourd'hui, on poursuit notre petite série de vidéos sur la topologie. On avait fait 3 ou 4 vidéos, je sais plus exactement, et c'était du cours, avec quelques petits exos à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je vous propose un petit examen d'entrée pour vérifier vos connaissances autour de la définition d'une distance, d'un ouvert, d'un fermé, de l'adhérence et de l'intérieur. Donc c'est vraiment standard, niveau L2. Du coup, si vous avez des difficultés là-dessus avant d'aller à votre examen, il va falloir que vous rejetiez un petit coup d'œil à votre cours et que vous refassiez un petit peu de foncier, parce que sinon, ça sera compliqué. Allez, on va commencer avec l'exercice numéro 1. Et du coup, ici, on vous demande de vérifier que cette application est une distance sur R. Alors, première chose, il faut vérifier que c'est une application qui va de R croix R dans R+, donc qui a deux réels associent un réel positif. Ok? Donc, on va noter ça. D doit aller de R croix R dans R+. Donc, à UV, elle associe D de UV. Donc ça, c'est la première chose que vous devez vérifier systématiquement. Bon, ici, c'est simple, hein, on a une valeur absolue au-dessus. On a en bas une valeur absolue plus 1, donc c'est un réel strictement positif au dénominateur. Et du coup, positif sur positif strictement positif, bien défini et toujours positif. Nickel. Du coup, maintenant, il va falloir vérifier les 3 axiomes qui définissent une distance. Je vous les mets ici, la symétrie, la séparation et l'inégalité triangulaire. Donc, on va les numéroter. Petit 1, petit 2, petit 3. Alors, concernant petit 1, bon, bah c'est simple, hein, D de UV égale à D de VU. On va le voir. D de UV égale à valeur absolue de U moins V sur 1 plus valeur absolue de U moins V. Mais la valeur absolue de U moins V, c'est aussi la valeur absolue de V moins U. Et pareil au dénominateur. Et ici, on trouve quoi? D de VU. Donc, premier axiome, vérifié. Deuxième, la séparation. On va vérifier l'équivalence. Donc, on va commencer si U égale à V. Qu'est-ce qu'on a? Ça implique que D de UV égale à valeur absolue de U moins U, hein, puisque V égale à U, sur 1 plus valeur absolue de U moins U. Et on trouve du coup valeur absolue de 0 au numérateur, ce qui nous donne 0. Et dans l'autre sens, on va partir avec D de UV qui vaut 0. Ça implique que U moins V doit être nul. Pourquoi? Puisqu'une fraction est nulle si son dénominateur est nul. Et on trouve du coup ça égale à 0, ce qui implique que U égale à V. Et le tour est joué, on vient de montrer l'axiome de séparation. Alors, c'est toujours plus dur, hein, c'est malheureusement l'inégalité triangulaire. Du coup, on est parti, petit 3. Du coup, je rappelle, hein, il faut montrer que pour tout U, V, W, de point, D de UW est inférieur ou égal à D de UV plus D de V, W. Et là, on pourrait faire les choses vraiment à la barbare et réutiliser l'inégalité triangulaire avec la valeur absolue qui est, je vous le rappelle, une distance et une norme. Mais on va faire ça de façon plus classe. Écrivons un petit peu ce qui se passe. On a du coup D de UW, c'est U moins W sur 1 plus U moins W. Ce que j'aimerais voir ici, c'est plutôt, au lieu de se trimballer avec ce rapport-là, on va poser ici, posons grand H, ok, de T, qui vaut T sur 1 plus T. Du coup, au lieu d'écrire ça de cette forme-là, on va juste écrire ici H de U moins W en valeur absolue. Ok, c'est bon pour vous, ça revient strictement au même. On va faire un petit peu de la place au-dessus, hop là. Et on se remet ici, H de valeur absolue de U moins W. Du coup, comme je vous l'ai dit alors à l'instant, je vous ai rappelé que la valeur absolue était une distance. Et donc, qu'elle vérifie aussi l'inégalité triangulaire. On a donc ici à l'intérieur, grosso modo, U moins W en valeur absolue, qui est inférieur ou égal, pour un certain V quelconque, à U moins V plus U de V moins W.
Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir appliquer la fonction h à cette quantité-là et à cette quantité-là, et espérer que le sens de l'inégalité soit respecté. Alors pour cela, il faudrait du coup que la fonction h soit croissante, d'accord? Je vous rappelle ici, hein, pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi, si on fait un petit graphique ici, que je vais effacer juste derrière, hop là, et que je dessine une fonction croissante, on voit bien si deux points sont dans un ordre quelconque, donc ici ce serait point 1, point 2, ok, donc point 1 inférieur ou égal à point 2, point 1 ce serait du coup ce côté gauche, et point 2 ce serait ce côté droit. On voit bien que lorsque l'on prend les images respectives, l'ordre est toujours conservé, ok? Du coup, si h était croissante, on pourrait appliquer h de part et d'autre et avoir cette inégalité conservée. Donc on va le faire rapidement, on va dériver la fonction h, on trouve h' de t, et du coup c'est un rapport de fonction, donc on fait u'v, donc 1 plus t, moins uv', donc moins t, le tout sur 1 plus t au carré. Et on trouve du coup 1 sur 1 plus t au carré, et la dérivée est strictement positive, et la fonction est croissante. Ok? Donc on va pouvoir, dès lors, j'efface ça, appliquer h ici, et conserver l'inégalité. On a donc h de u moins w en valeur absolue, qui est inférieur ou égal à h de u moins v plus h de v moins w. Ok, on fait un peu de place, on efface ici. Allez, maintenant, retransformons cette quantité. On a sur la gauche, bien entendu, d de uw. Et sur la droite, on a du coup, on a u moins v plus v moins w, le tout en valeur absolue, hein, divisé par 1 plus u moins v plus v moins w. On va séparer en deux blocs le numérateur, ça nous donne du coup u moins v en valeur absolue, sur 1 plus u moins v plus v moins w en valeur absolue, plus v moins w, et rebelote au dénominateur 1 plus u moins v plus v moins w. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Du coup maintenant, il est facile de voir que si j'enlève v moins w ici en valeur absolue, alors la quantité totale devient plus grande. Pourquoi? Parce que je divise par un terme plus petit. Donc je peux passer à l'inférieur ou égal, et j'ai donc ici inférieur ou égal pour le premier terme à gauche, à u moins v sur 1 plus u moins v en valeur absolue. Plus, on va faire la même chose ici, hein. Je vais exclure celui-ci, et je vais donc avoir aussi un inférieur ou égal. Donc 2 inférieurs ou égal donne un grand inférieur ou égal. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc j'ai plus v moins w sur 1 plus v moins w en valeur absolue. Et ça, c'est égal à quoi? Je vous donne en 1000 à d de uv plus d de v w. Et le tour est joué, on a montré l'inégalité triangulaire. Donc vous avez vu, hein, c'est pas forcément évident. Il faut penser à des petites astuces, mais c'est un bon exercice de base pour mettre dans sa boîte à outils plein de petits tips. Allez, exercice numéro 2, et ici, on a affaire à ce qu'on appelle une distance discrète, ok? Vous l'avez sûrement croisé, hein, si vous avez fait un cours de topologie ou sur les espaces métriques. Alors, pour montrer que c'est une distance, hein, les deux premiers axiomes sont d'une simplicité sans nom. Et c'est pour ça que je ne vais pas les faire. On va juste parcourir à l'oral, hein. La symétrie est évidente, hein, et la séparation l'est tout autant par définition, hein. La distance est nulle si x et y valent 0, ok? Donc du coup, on a un côté, et si x et y valent 0, donc forcément, la distance est nulle. Maintenant, le troisième axiome, ça va être pour l'inégalité triangulaire. Donc on a la question 1, on a vérifié les deux premiers axiomes, et maintenant, on va essayer de montrer l'inégalité triangulaire, ok? Et pour y voir plus clair, on va du coup prendre 3 éléments de E, quel que soit x, y, z appartenant à E3. On va considérer d de xz versus d de xy plus d de yz. Ok? Alors, première situation, si x est différent de z. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup ici, par définition, cette quantité qui vaut 1. De l'autre côté, comment on pourrait obtenir 0? Il faudrait que x soit égal à y, ok? Mais aussi que y soit égal à z. Donc x sera égal à z.
ce qui rentre en contradiction avec notre supposition. Donc on sait d'ores et déjà au moins x différent de y ou y différent de z. Donc cette quantité est au moins égale à 1. Et on a bien 1 qui est inférieur ou égal à 1. Deuxième cas, si x égale à z, on a ici par définition 0, inférieur ou égal. Et de l'autre côté, au pire des cas, on a quoi? On a x qui est égal à y qui est égal à z, et on obtient aussi 0. Et on a bien 0 inférieur ou égal à 0. Et on vient de montrer que dans tous les cas, cette inégalité est vraie, et donc que l'inégalité triangulaire tient. Allez, on passe à la deuxième question. Déterminer la boule de centre X, donc la boule ouverte de centre X et de rayon R, dans cet ensemble avec cette distance-là. Donc c'est quoi la boule? C'est tous les Y qui appartiennent à E, tels que la distance entre X et Y soit inférieure à R. Alors maintenant, ici, il va falloir séparer deux cas. On va prendre si R est strictement supérieur à 1. Regardons un petit peu ça. On cherche tous les Y tels que la distance entre X et Y soit inférieure à quelque chose qui est plus grand que 1. Mais par définition, la distance, elle vaut quoi? Elle vaut 1 au maximum, on est d'accord. Tous les Y de E vérifieront cette inégalité. Et dans ce cas-là, la boule ouverte de centre X et de rayon R sera égale à l'ensemble tout entier. Dans l'autre cas, si R est inférieur strict à 1, la boule de centre X et de rayon R, à votre avis, elle sera égale à quoi? On va chercher quoi? Tous les Y tels que la distance entre X et Y soit inférieure strict à 1. On n'a pas d'autre choix, elle doit valoir du coup 0, puisque c'est les deux seules valeurs que prend la distance. Et pour que ce soit 0, il faut impérativement que X soit égal à Y. Et donc ici, ça va être réduit au singleton X. Allez, on efface la première partie. Et troisième question. En déduire les ouverts et les fermés de l'ensemble E muni de la distance petit d. Alors, c'est assez simple de voir que toutes les parties de E sont ouvertes. Pourquoi elles sont ouvertes? Regardez. Par définition, on dit qu'une partie est ouverte si on peut trouver à l'intérieur de cette partie, donc je vais dessiner ici, donc cette partie, donc on est dans E tout entier, ok, que je vais schématiser par ce rectangle-là, d'accord, et je vais prendre à l'intérieur une partie de E, ok. Donc cette partie A est ouverte. Si quel que soit l'élément à l'intérieur de A, je peux trouver une boule ouverte qui l'entoure, ok, ici schématiquement la boule est ronde, mais c'est pas forcément le cas, qui soit inclus dans l'ensemble. Ça c'est de la définition, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les vidéos que j'ai faites précédemment sur toutes ces notions. Alors maintenant, on va prendre du coup un ensemble, soit un ensemble quelconque A inclus dans E, on va prendre un X qui appartient à A, et on va montrer que l'on peut toujours trouver une boule ouverte de centre X et d'un rayon qu'il va falloir déterminer, de telle sorte que cette boule soit inclue dans A. Et prenons petit r égale par exemple à 1/4. On va regarder cette boule-là, d'accord? La boule de centre X et de rayon 1/4, à votre avis, elle est réduite à quoi? Par rapport à ce qu'on a dit avant, elle est réduite au singleton X. Ok? Et du coup, puisque X appartient à, du coup, la boule ouverte de centre X et de rayon 1/4, qui vaut X, le singleton X, est donc inclus dans A. Donc on vient de prouver que quel que soit l'élément de A, on peut trouver une boule ouverte inclus dans A. Donc vous voyez, tout dépend de la distance que l'on va considérer. Clairement. C'est pour ça qu'il faut travailler ce genre de chapitre. Ça demande énormément d'abstraction pour comprendre ces petites subtilités. Mais du coup, comme toutes les parties sont ouvertes, par passage au complémentaire, on peut prouver de la même façon, et c'est simple à le faire et je le ferai pas maintenant, que toutes les parties sont aussi fermées. Allez, on passe au dernier exercice. Et là, du coup, on va jouer avec l'adhérence et les intérieurs. Première question. On sait que A est inclus dans B. Et on veut démontrer que l'intérieur de A est compris dans l'intérieur de B. Alors, l'intérieur de A, c'est quoi? C'est le plus grand ouvert inclus dans A. Donc, par définition, on a quoi? On a l'intérieur de A, qui est une partie de A, qui lui-même est inclus dans B. Mais du coup, cette partie, par définition, puisque c'est l'intérieur, c'est une partie ouverte, non? Mais si on s'intéresse à cette partie, c'est qui? Par définition, c'est le plus grand ouvert inclus dans B, non? Ou une autre façon de le voir, comme je l'ai dit dans le cours, c'est l'union de tous les ouverts inclus dans B. Du coup, automatiquement, A étant une partie ouverte, elle est forcément inclue dans la plus grande partie ouverte inclus dans B. Et on a, de façon évidente, A rond inclus dans B rond. Maintenant, pour l'adhérence. Alors, on va essayer de prouver que A bar est inclus
dans B bar. Ce qu'on pourrait faire, hein, c'est le même type de raisonnement, mais on va plutôt utiliser la caractérisation séquentielle de l'adhérence, c'est-à-dire avec l'aide des suites. On dit qu'un élément est dans l'adhérence de A, donc X appartient à l'adhérence de A, si quoi? S'il existe une suite d'éléments de A, ok, telle que Xn converge vers X. Mais du coup, petite question, une suite d'éléments de A est aussi une suite d'éléments de B, non? Donc X ici appartient à quoi? Par définition, à B bar. Et on vient de montrer que A bar était inclus dans B bar. Allez, oust, un peu de ménage. Ouais, je sais, ça pique, hein, la topo. Hein. Des fois, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez vous y faire. Maintenant, question 2, on doit démontrer que l'intérieur de l'intersection de deux ensembles est l'intersection des intérieurs. Alors là, vous devez toujours procéder par double inclusion. Donc on va essayer de montrer d'abord que A inter B intérieur est inclus dans A intérieur inter B intérieur. Du coup, petite observation, on va commencer. On a par définition A inter B qui est inclus dans A, non? Et A inter B est inclus dans B. Donc ça, il faut le voir impérativement, l'intersection de deux ensembles est comprise à l'intérieur de chacun des ensembles. Faites un petit dessin si vous avez du mal à y voir clair. Vous prenez un ensemble A, un ensemble B, d'accord, qu'ils ont une intersection, on va la mettre ici. Alors l'intersection est bien un intérieur de A et un intérieur de B. Du coup on a ça, mais on vient de prouver une propriété, non, ici. Si cet ensemble est inclus dans cet ensemble, alors l'intérieur de cet ensemble est inclus dans l'intérieur de cet ensemble. Donc cette propriété-là implique A inter B intérieur est inclus dans A intérieur, ou dans l'intérieur de A, pardon. Et là pareil, A inter B intérieur, et je recommence, est inclus dans l'intérieur de B. Et cette partie est à la fois dans A et à la fois dans B, et du coup, A inter B intérieur est dans l'intersection de ces deux parties. Ok, on a montré un sens. Maintenant, deuxième sens. Il faut prouver que l'intérieur de A inter l'intérieur de B est inclus dans A inter B intérieur. Maintenant, vous allez voir, c'est un petit peu filou. On a ici l'intersection de deux parties. Sauf que cette partie-là est ouverte, par définition, c'est un intérieur, et que cette partie-là est ouverte. Donc l'intersection de deux parties ouvertes est une partie ouverte. Ok? Maintenant, du coup, focalisons-nous dans cette partie-là. Ok? J'ai une petite question. A rond, il est dans A, non? Et B rond, par définition, c'est dans B. Ok? Donc du coup, A rond inter B rond est dans A inter B. Ok? Donc on sait que cette partie-là, A rond inter B rond, qui est ouverte, appartient à A inter B. Ok? Mais par définition, A inter B rond, c'est quoi? C'est pas la plus grande partie ouverte, inclus dans A inter B? Donc si je schématise ici, qu'est-ce qu'on a? On va faire en bleu. On a, ok, ici par exemple, ça c'est A inter B. Ok? On sait que A rond inter B rond est une partie ouverte à l'intérieur de ce truc. Donc on va le faire en vert. On va dire que ça, c'est A rond inter B rond. Ok? Mais comme par définition A inter B rond est la plus grande partie ouverte inclus dans inter B, on peut schématiser les choses comme ça. Donc ça, c'est la plus grande partie ouverte inclus dans A inter B. Donc ça, c'est A inter B rond. Ok? Et du coup, par définition, pas par le dessin, par les arguments que je vous ai donnés à l'oral, on sait que A rond inter B rond est du coup inclus dans A inter B, le tout rond. Et on vient de montrer ici l'égalité suivante. Donc vous voyez, c'est pas forcément évident, et je le comprends assez aisément. Allez, j'efface tout ça, et on complète avec la dernière partie de la question 2. Hop là. Et maintenant, on demande de comparer A inter B bar et A bar inter B bar. Alors, quand on vous demande de comparer deux parties, on vous demande de montrer si elles sont égales, si l'une est inclue dans l'autre, si l'autre est inclue dans l'une, ou si elles n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Du coup, comme A inter B est une partie de A, alors on sait que l'adhérence de A inter B est inclue dans l'adhérence de A. Et ça découle de la propriété démontrée à la question 1. De la même façon, on montre que A inter B est inclus dans B,
ça implique que A inter B bar est inclus dans B bar. Puisque ces deux parties qui sont égales sont inclus dans à la fois A bar et à la fois B bar, elles sont du coup dans l'intersection. Donc ça implique ici que A inter B bar est inclus dans A bar inter B bar. Maintenant, pour être complet, on va vérifier que l'inclusion réciproque n'a pas lieu, d'accord? Sinon, on aura l'égalité de ces deux ensembles. On va du coup infirmer l'inclusion réciproque en prenant un contre-exemple. Je vais prendre A, qui va être l'ensemble, par exemple, 0, 1. Et B, on va prendre l'ensemble 1, 2. Je vais calculer A inter B bar, donc A inter B, ça donne quoi? Ça donne l'ensemble vide, donc on a l'ensemble vide bar, qui donne l'ensemble vide. Et l'adhérence de l'ensemble vide est lui-même, puisque l'ensemble vide est un des rares ensembles à la fois ouvert et fermé. Ok, donc du coup, pour A inter B bar, on trouve l'ensemble vide. Maintenant, on va regarder A bar inter B bar. Donc si A vaut ça, le plus petit fermé contenant A est donné par, du coup, A bar, qui vaudra l'intervalle 0, 1 fermé. On fait pareil pour B bar, et on trouve du coup 1, 2 fermé. Quand on prend maintenant A bar inter B bar, on trouve du coup le singleton 1. Mais puisque l'élément 1 n'appartient pas à l'ensemble vide, alors on vient de montrer que l'inclusion réciproque ne peut pas avoir lieu. Et on a seulement A inter B bar qui est inclus dans A bar inter B bar. Allez, j'espère que vous aurez compris quelque chose. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, histoire de bien mettre ça en place dans votre cerveau. Et je vous dis à bientôt avec une vidéo qui sera moins pénible, presque sûrement. À plus, bye bye.